Salut tout le monde et bienvenue à Photo décodé. L'émission cette semaine vous est présentée par l'Association des étudiants et étudiantes anglophones en droit civil. Ne manquez pas leur premier événement le mercredi 16 septembre à 17h. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Val Krajciev et je suis professeur à la section du droit civil. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la section du droit civil. La présente capsule, elle s'adresse à vous et son objectif est de vous donner quelques petits conseils sur la façon de travailler avec le Code civil du Québec. Dans le cadre de tous vos cours en droit privé, le Code civil du Québec va être votre principal outil du travail. Sans aucun doute, vous savez qu'au Canada coexistent les deux principaux systèmes du droit contemporain, la common law et le droit civil. Probablement, vous savez qu'au Québec, le droit public est d'inspiration britannique, mais le droit privé est d'inspiration franco-romaine. Mais qu'est-ce que c'est que le droit privé? Quels sont les rapports que le droit privé régit? C'est le statut des personnes, les rapports entre les personnes et les droits que les personnes ont sur les biens. Encore, au temps des Romains, ils ont écrit des lois pour régler ces questions-là, pour régler les rapports entre les citoyens romains. Et plus tard, ils ont fait des tentatives de codifier ces lois. Et la codification romaine la plus importante, c'est celle faite par l'empereur Justinien. Donc, l'idée était de vraiment ramasser une place toutes les lois qui règlent les rapports entre les citoyens romains et de faire en sorte que, toute question en droit privé puisse trouver sa réponse. C'est également l'idée principale du Code Napoléon adopté en France en 1804, ainsi que du Code civil du Bas-Canada adopté en 1866. Bon, c'est bien sûr l'idée du Code présentement en vigueur, qui est en vigueur depuis 1994. Donc, que le Code est là pour nécessairement répondre à toute question qu'on puisse avoir, qu'on se pose en droit privé. Ça, c'est l'idée du Code. Il va répondre à ces questions. Des fois, il va répondre directement par une disposition expresse. Des fois, il faut lire entre les lignes, il faut interpréter, il faut chercher la vraie intention du législateur. On va finir, excusez-moi, par trouver la réponse de notre question. Le Code civil, il répond à toute question en droit privé. La disposition préliminaire du Code, elle se lit comme suit. Le Code civil du Québec régit en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne, les principes et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes ainsi que les biens. Donc, tout le droit privé est régi par le Code civil. Le Code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toute matière, auxquelles se rapporte la lettre, l'esprit ou l'objet de ces dispositions établies en termes exprès ou de façon implicite le droit commun. Donc, comme je vous ai dit, il répond à toute question. Mais des fois, pour certaines situations particulières, le législateur veut prévoir d'autres solutions législatives. Il veut déroger au Code, ou des fois, il peut vouloir ajouter aux dispositions du Code. Là, le législateur adopte une loi particulière. Un exemple, les contrats sont régis par le Code civil du Québec, par son livre 5e des obligations, et donc, en matière contractuelle, on va se référer au Code. Mais le législateur a décidé de régler certains contrats particuliers, notamment les contrats de consommation, les contrats conclus entre un commerçant et un consommateur par une loi particulière. Il a adopté la loi sur la protection du consommateur.
Bon, je reviens à ma disposition, à la disposition introductive du code. Regardez la dernière phrase. En ces matières, il, donc le code, constitue le fondement des autres lois. Donc, la toile de fond, c'est le code civil, qui peuvent elles-mêmes, donc on parle des autres lois, ajouter au code ou y déroger. Et c'est ce que le législateur a fait avec la loi sur la protection du consommateur, par exemple. Donc, d'abord, la première question à se poser, bon, j'ai une situation factuelle, est-ce que le code s'applique à cette situation factuelle? Ou plutôt, c'est la loi particulière qui s'applique. Autrement dit, est-ce que c'est un contrat dit du droit commun ou est-ce que c'est un contrat de consommation? Si c'est un contrat du droit commun, donc ce n'est pas entre commerçants et consommateurs, on va appliquer directement le code civil. Par contre, si c'est un contrat de consommation, on va chercher la réponse à notre question à la loi sur la protection du consommateur. On va peut-être trouver cette réponse-là, la réponse à cette question, ou bien on peut ne pas trouver une telle réponse. Alors on va continuer à chercher en allant du particulier vers le général, c'est-à-dire on n'a pas trouvé la réponse à la LPC, on va la chercher au code. Donc, on cherche toujours à appliquer d'abord la disposition, à voir d'abord si la disposition particulière s'applique. On va du spécifique, du particulier vers le général. D'ailleurs, il y a plusieurs lois particulières. Par exemple, les conséquences d'un accident en général sont réglées par le Code civil, mais en matière d'accident automobile, du préjudice corporel suite à un accident automobile, c'est une loi particulière, la loi sur l'assurance automobile, qui s'applique. En matière du préjudice corporel suite à un accident du travail, c'est la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui s'applique et non pas le code. Donc, première règle, on regarde est-ce que c'est le code ou c'est une loi particulière qui s'applique. Bon, ensuite, une fois on a décidé que c'est le code qui s'applique, alors il faut bien se situer dans la structure du code. On se pose toujours la question, où est-ce que je suis dans la structure? Et comme toute loi, le code, il est séparé à des livres, titres, chapitres, sections et sous-sections. Si on regarde la table du matière du code, puis la table des matières, c'est votre important point de repère, c'est votre GPS pour vous orienter dans la structure du code. Vous voyez les grandes divisions, les livres. On a en premier livre des personnes, en deuxième de la famille. Vous allez suivre le cours droit des personnes et de la famille. Livre troisième des successions, livre quatrième des biens, livre cinquième des obligations et ainsi de suite. Donc, les livres sont séparés à des titres. Là, je vais attirer votre attention sur le livre cinquième, le livre des obligations, juste pour vous donner un exemple. Ça va prendre là. Vous voyez, le livre cinquième des obligations, il est séparé à deux titres. Le titre premier des obligations en général et le titre deuxième que je vais vous montrer sur l'écran tantôt, des contrats nommés. Et regardons encore la structure. Au livre cinquième, vous avez le titre premier des obligations en général, le deuxième chapitre du contrat, troisième chapitre de la responsabilité civile, et ainsi de suite. Donc, ce sont des dispositions qui s'appliquent à tout contrat. Par la suite, vous avez en deuxième titre des contrats nommés. Là, le législateur a prévu des règles pour certains contrats spécifiques. Et si vous regardez encore la structure, chaque chapitre de ce titre est consacré à un contrat particulier. En chapitre premier, de la vente, deuxième, de la donation, troisième, du crédit bail, quatrième, du louage, et ainsi de suite. Donc, le législateur a prévu certains
contrats spécifiques, certains contrats particuliers. Et ici, quand on cherche quelle est la disposition applicable à ma situation, je suis absolument la même règle. Je pars du spécifique, du particulier pour arriver au général. Bon, supposons que j'ai qualifié mon contrat d'un contrat de bail. Donc, et là, c'est certain que je vais chercher dans ce chapitre 4e d'abord, parce que mon contrat, c'est un contrat du bail. Je vais chercher dans ce chapitre-là la réponse à ma question. Si je la trouve, tant mieux. Si je ne la trouve pas, je vais continuer vers le général. Donc, je vais aller au premier titre des obligations en général, parce que ça s'applique à tous les contrats. Et mon contrat du bail, et avant d'être du bail, c'est un contrat comme tout autre contrat, et les dispositions applicables aux autres contrats s'appliquent au contrat du bail. Mais encore, à l'intérieur du chapitre du louage, également, il y a des dispositions plus générales et des dispositions plus spécifiques. Regardons les différentes sections du chapitre 4e, du titre 2, de la nature du louage. Alors, ça s'applique à tous les baux. Des droits et obligations résultant du bail. Ça s'applique également à tous les baux. De la fin du bail. Même chose. Mais regardez maintenant la section 4. Règles particulières au bail d'un logement. Donc, ce sont des dispositions spécifiques. Ce sont des dispositions qui s'appliquent à un bail de logement, mais ne s'appliquent pas en bail mobilier ou en bail immobilier commercial. Donc, je suis absolument la même logique. Si mon contrat est un contrat du bail immobilier, la première question à se poser, est-ce qu'on est en présence d'un bail commercial ou d'un bail de logement? Si c'est un bail commercial, ok, on applique les 3 premières sections, on cherche la réponse à notre question. Par contre, si c'est un bail de logement, on commence à chercher la réponse à notre question à la section 4, aux règles spécifiques du bail d'un logement. Si on la trouve, tant mieux. Si on ne trouve pas la réponse à notre question, on va aller vers le plus général. Le bail de logement, c'est un bail. On va regarder toutes les dispositions concernant le bail, donc celles des 3 premières sections. On va peut-être trouver la réponse à notre question là. Si oui, tant mieux. Sinon, on continue vers le général. Le contrat de bail est un contrat, donc on va chercher au titre premier du livre 5 la réponse à notre question. Encore à ajouter, écoutez, même à l'intérieur d'un bail de logement, il y a des dispositions plus générales et plus spécifiques. Je vous donne un exemple, il y a des dispositions particulières concernant le bail de logement dans un établissement d'enseignement. Ça, c'est la façon de trouver la disposition du code qui s'applique à une situation donnée. Maintenant, une fois qu'on trouve cette disposition législative, on la lit attentivement, nécessairement au complet, et on se pose la question, est-ce que je suis dans la règle ou est-ce que je suis dans l'exception? Parce que si je suis dans la règle, je peux me permettre une interprétation qui est large et libérale. Je peux faire des analogies. Par contre, si je me trouve dans l'exception, c'est autre chose. Là, c'est une interprétation stricte qui s'impose. Ça veut dire que je dois attentivement vérifier chacune des conditions avant de décider qu'on est dans l'exception et que c'est l'exception qui va s'appliquer. Donc, juste pour récapituler, d'abord, vous devez voir est-ce que c'est le code qui s'applique toujours en commençant par regardant les règles spécifiques et d'allant les règles spécifiques vers les règles générales. Bon, par la suite, si le code s'applique, on continue cette logique du spécifique vers le général, on trouve notre disposition et on va regarder est-ce qu'on se trouve dans
la règle ou dans l'exception. Si on est dans l'exception, nécessairement, on doit interpréter de manière restrictive. Donc, la structure du code est extrêmement importante. Servez-vous de la table des matières. La table des matières, c'est votre GPS. Par contre, regardez les éditions, dans l'édition Yvon Blake, l'édition Wilson-Lafleur, ils les ont aussi en index. C'est la même fonction. Vous pouvez trouver un mot ou une expression utilisée par le législateur en ligne aussi avec le clavier, avec, je pense que c'était CTRL F, si je ne me trompe pas. Mais, écoutez, c'est un peu, si vous utilisez l'index, faites-le avec beaucoup de prudence, parce que l'index ne tient pas compte de la structure du code. Il va vous envoyer n'importe où ce mot ou cette expression-là est utilisée. Donc, il peut vous envoyer, je ne sais pas, par exemple, partout où le terme patrimoine est utilisé. Si on s'intéresse, par exemple, c'est quoi un patrimoine? Oui, mais ça va nous amener aussi au terme comme patrimoine familial, qui est une notion qui est très, très, très différente de la notion du patrimoine. Donc, moins d'attention à l'index et beaucoup plus d'attention à la structure du code. Écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire très, très brièvement. Il me reste à vous remercier de votre attention et de vous souhaiter une excellente année scolaire et un excellent parcours à la faculté du droit civil et au plaisir de vous rencontrer bientôt. Au revoir.